bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde via Bonnieux en Provence. C'est dans cette magnifique région française, branchée, le Luberon, qu'a lieu cette semaine la valse des talents. Les invités de Nec Plus Ultra vont, je l'espère, vous faire tourner la tête de bonheur. Sommaire. Oh, il pleut. Pour commencer, allons voir comment un artiste artisan d'art réussit le grand écart entre la sculpture et la création bijoutière. Ensuite, découvrons la collection d'art contemporain d'un joaillier italien qui est aussi et surtout un homme de cœur. Rendons-nous dans un nouveau lieu parisien et véritable tout en un d'exception. Au fourneau, Jean-François Piège. Il fait meilleur à l'intérieur. Lauréat du concours Jeune Artisan des Ateliers d'Art de France, Élie Hirsch crée des bijoux inspirés de ses sculptures. Nous sommes loin des fleurettes et des bestioles en diamant, mais c'est ce qui nous a plu. Élégants entrelacs de cuivre martelés et patinés à chaud, les créations d'Élie Hirsch déroulent leurs formes arrondies dans un va-et-vient entre les différentes échelles. Mais qui du sculpteur ou du créateur de bijoux est à l'origine de ces galbes envoûtants? Moi, je me sens sculpteur. Et les bijoux que je crée sont des sculptures. On ne saura pas cette fois qui de la poule a fait l'œuf. J'ai fait un diplôme de design céramique et c'était ma première approche de l'objet, la troisième dimension, on va dire, de la création en 3D. Et finalement, je tournais un peu en rond, je ne trouvais pas le matériau. Et l'atelier d'en face, c'était la sculpture sur métal. Et je faisais pas mal de ponts, souvent, entre les ateliers. Et j'ai trouvé les techniques qui m'accrochaient vraiment. Notamment, je me voyais une panel devant moi de possibilités, que ça allait de l'architecture aux bijoux, etc., avec un éventail de techniques que je sentais plus que la céramique. En termes d'œuvre, pour moi, la sculpture et le bijou, c'est les mêmes créations. On s'adapte soit au corps, soit à un environnement, à un espace, une architecture, mais finalement, c'est une continuité. Ce qui est intéressant, c'est les ponts qui peuvent être faits entre les deux aussi. Dans les formes, c'est surtout des courbes, des ellipses, tout est en rondeur. Enfin, j'aime que ça soit avec une sensualité qui se dégage des formes. Je pense que ça vient de là. Le martelage, ça fait partie de ça aussi. J'essaye que les formes soient au maximum infinies, justement qu'on se perde dans ce jeu de courbes, on rentre dans la sculpture à se demander où est le début, où est la fin. Ces volutes et ces corolles, nées d'assemblage de fines feuilles de cuivre, sont inspirées des formes sublimées du corps féminin. Soit c'est très dessiné au départ, mais de toute façon, il y a une part d'évolution dans ce que je vais fabriquer. Je me ferme jamais les portes à me dire « Ah tiens, là en fait, je serais plutôt parti par là ». Les techniques que j'utilise, c'est les techniques de dunanderie, de chaudronnerie, c'est les travail de métaux en feuilles au marteau. D'allongement, de rétreinte, et tout se passe dans l'épaisseur de la feuille de métal. Là, je vais rouler la tôle avant de la souder, lui donner sa forme générale, et ensuite je pourrais la souder et la marteler. Élie Hirsch connaît la musique à tel point qu'il a créé une ligne de bijoux pour le grand fabricant de saxophones et clarinettes, Selmer, en 2008. La plupart du temps, c'est soudé, et ensuite, c'est martelé. Mais c'est jamais martelé à chaud, on recuit le métal, donc on le rassouplit. Et une fois qu'il est froid, je peux le marteler, donc allonger le métal à certains endroits ou le rétreindre à d'autres. Et la même technique s'applique quelle que soit l'échelle à laquelle travaille cet artiste artisan d'art. Donc voilà, cette pièce, elle a été recuite. Et là, je vais faire une petite rétreinte et replaner ensuite au marteau. Pour les bijoux, je fabrique à la fois des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, enfin des parures généralement entières. C'est des bijoux, soit bijoux uniques, ou en tout cas, tout le temps des séries limitées de 8 exemplaires qui sont signés et numérotés. Les pièces uniques, j'ai souvent beaucoup plus de liberté. Je me laisse une liberté plus grande à avoir des pièces plus amples,
un peu plus lourdes parfois, avec des dessins un peu plus lâchés. Et pour les bijoux de série limitée, souvent c'est des pièces un peu plus légères, un peu plus discrètes, souvent aussi, tout en essayant de garder la dimension sculpturale. Ça, je veux que tous les bijoux aient une dimension sculpturale, que ça soit le même travail que ce que je fais en sculpture. Il y a un parallèle entre mon travail et le corps de la femme, même si ça peut paraître grand mot de dire ça, mais c'est la sensualité, le toucher. Tout ça, ça va de pair. Pour créer une œuvre, il faut du temps. C'est plusieurs jours, voire plusieurs mois quand il y a une pièce où je trouve pas d'issue qui reste, qui est transformée. Donc finalement, ça va de plusieurs jours à plusieurs mois. Pas étonnant qu'il ait séduit la prestigieuse galerie Saatchi & Saatchi de Londres. Carlo Traglio est connu pour les bijoux de la maison Vernier dont il est propriétaire. C'est aussi un amateur d'art éclairé et surtout pour Nec Plus Ultra, un homme de cœur. Rencontre. L'amour du beau, Carlo Traglio le cultive depuis l'époque où, jeune homme, il fut initié à la joaillerie par le maître bijoutier italien Fratini. En parallèle de ses collections de bijoux pour la maison Vernier, dont il a repris les rênes en 2001, Traglio est aussi devenu une figure incontournable de l'art contemporain. Je vous invite à la table, c'est la table du roi et de la reine. C'est une table de Flavio Favelli. Et c'est une table qui est appareillée, en fait. Les assiettes, elles sont enfoncées complètement dans la table, donc on ne peut jamais les enlever. Donc la signification de tout ça, c'est qu'une table, il faut qu'elle soit toujours accueillante. Accueillante et facile à dresser, sans doute, moins débarrassée. C'est un artiste toujours italien. Ici, il y a un peu les Italiens, hein, si vous voulez. Il s'appelle Nico Vascellari. Donc il a décomposé un nid d'oiseau avec toutes les pièces qui étaient à l'intérieur. Là, on voit comment un oiseau pense. Qu'est-ce qu'il lui faut pour composer cette maison? Et moi, je pense que tous les hommes devraient faire la même chose, les hommes et les femmes, de penser quelle est leur propre maison et comment la faire. Pour Vascellari, petit à petit, l'oiseau a défait son nid. Aujourd'hui, j'essaie de considérer les jeunes. Je veux voir ce que ce sera le futur, pas le passé. Il faut vivre l'aujourd'hui et puis regarder ce qui se passera dans 20 ans. Et dans mon métier de joaillier, c'est très important. Encore une fois, c'est une histoire de tendance. Celle-ci, c'est une grande photo de Vanessa Beecroft, qui est une Italienne, en fait, de Gênes. Et en général, elle fait des performances. Et celle-là, c'est une performance qui a été faite au Palazzo Ducale de Gênes. Et une fois que la performance est terminée, ou avant ou après, elle prend des photos. Et ça a été fait au Palazzo Ducale, c'est une très belle pièce. Il nous faut ajouter que ce goût prononcé pour les artistes et les galeries a mené Carlo Traglio jusqu'à la vice-présidence de l'Association des collectionneurs d'art contemporain italien. Une passion dévorante, cultivée en mode majeur jusque dans ses pénates. Chez soi, on a ce qu'on veut voir tous les jours. Et je pense qu'on s'en lasse jamais. En fait, ça, c'est des œuvres que j'ai changé beaucoup de maisons, mais elles me suivent ponctuellement. Et donc, c'est celle que j'aime le plus, c'est celle qui me donne du plaisir, que je regarde toujours avec des yeux différents d'ailleurs, parce que le soir, la journée, ça change. Ça, c'est Warhol. J'aime beaucoup ce dessin qui s'appelle Surgery, parce que ça tirait compte, c'est très à la mode maintenant que tout le monde se refait la gueule, comme on dit, et voilà. Et à côté, de nouveau, Hockney, et tout au fond, là, c'est une gouache de Picasso, 1909, je crois. Surgery, vous l'aurez compris, pour chirurgie esthétique, une petite pique au fanat du bistouri. C'est l'amour, l'émotion, c'est le pep que vous donne une œuvre d'art, c'est le coup de foudre. En général, j'essaye de ne pas me faire expliquer. Je préfère rester dans mon ignorance. Je préfère connaître l'artiste du point de vue humain. Donc, c'est son côté
intime qui m'intéresse. Ce n'est pas vraiment comment il fait une chose plutôt que l'autre. Il faut garder le mystère. C'est un peu comme voir comment on fait nos bijoux. Je ne renie rien, même les erreurs. Il faut avoir des erreurs. Dans une collection, il faut des erreurs. Parce que c'est les erreurs qui font la beauté du reste. Si vous avez une collection qui est une checklist d'auteurs, c'est simplement, si vous voulez, une manière de montrer aux gens. Alors, il faut des erreurs. Quand vous voyez des erreurs, vous dites ça, c'est un vrai collectionneur. Pas d'accident de parcours. En revanche, pour l'autre passion de Traglio, sans fausse note, il crée là d'autres collections au rythme des saisons. Et pour cette saison, c'est pour les enfants sinistrés d'Haïti qu'il s'est investi, avec cette bague exclusive. La responsable de la fondation, Maria Vittoria Rava, m'a parlé de ce projet, d'un projet qui aurait été possible pour aider les enfants à Haïti. Alors j'ai bien réfléchi à la question, je me suis dit, ben voilà, il faudrait faire une bague exprès pour ce projet, une bague qui ressemble aux nôtres. Donc j'ai pris notre best-seller et on l'a refaite en argent et or. 1000 exemplaires pour l'Europe et 1000 exemplaires pour les États-Unis. Une forme généreuse pour une cause qui ne l'est pas moins. Chaque bague qu'on vend contribue au coût d'une opération sur un enfant à Haïti. Nous, on pense pourvoir à 2000 opérations chirurgicales avec ça. Et on va participer aussi personnellement pour la construction d'une 3e salle opératoire de l'hôpital Saint-Damien. On essaie de faire ce qu'on peut. Il n'y a que les institutions privées qui peuvent faire quelque chose là-bas. Le gouvernement est totalement inactif. Les grandes organisations, elles sont là, mais c'est des éléphants. Elles sont là principalement pour protéger la population contre les ravages, contre une guerre civile, si vous voulez, parce qu'il n'y a vraiment plus rien à manger, il n'y a vraiment plus rien pour se soigner. Alors le seul futur qu'on puisse imaginer pour ce pays, c'est les enfants. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que le luxe est avant tout une histoire de cœur. Gourmets et amateurs de boutiques-hôtels, design-hôtels ou autres bonnes adresses, ce reportage est pour vous. Au décor, Hinda Mahdavi et au fourneau, Jean-François Piège. Bien caché au cœur du très chic 7e arrondissement parisien, il est un lieu qui rassemble dans un même souffle une brasserie trépidante, une expérience gastronomique unique et un hébergement aussi intimiste qu'original. Ici, c'est tout mieux qu'ailleurs. J'étais dans un endroit, et cet endroit, à mon sens, n'avait plus la capacité de me permettre de proposer quelque chose qui collait à son époque. Il fallait un endroit qui propose de haut en bas, allez, si on veut le qualifier comme ça, des propositions différentes. Recevoir chez soi, c'est aussi recevoir des gens à dormir, des gens à manger. Et pour ça, il fallait que ce soit une verticalité d'un hôtel, d'une brasserie, d'un restaurant, bientôt d'une pâtisserie. Recréer l'ambiance d'une auberge en plein Paris, telle est la prouesse réalisée par l'architecte d'intérieur Hinda Mahdavi, en misant sur les matières rassurantes que sont le cuir, le bois laqué ou le bambou. D'opulentes literies habillées de lin et des rideaux de velours parachèvent cette vision du confort bien loin du faux luxe standardisé. Le grain de sel, c'est Hinda qui l'a mis, c'est Hinda Mahdavi qu'on a choisi. Je pense qu'elle est plus une décoratrice qu'un designer. Donc elle est dans le propos du confort, de l'accessibilité, plus que dans la performance qu'un designer a tendance à amener des lieux. C'est pas plus ou moins légitime, c'est juste un choix. Donc Hinda a cette capacité de faire des lieux dans lesquels on vit plutôt pas mal, et c'est ce à quoi moi j'aspirais pour tout mieux. On lui a confié le restaurant et les chambres parce que la brasserie était pour moi quelque chose d'un peu différent. Ces deux univers de brasserie plutôt très française, plus qu'a fait Hinda de quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Le lien entre ces deux univers, c'est les MM qui l'ont fait, donc la grosse partie du chantier, c'est Hinda, et les MM ont surligné par leur dessin et par leur style ces deux univers, et les ont liés surtout. Les M&M, alias Mathias Augustiniak et Michael Hamzalag, un duo d'artistes graphistes issus du pop art d'avant-garde. Ils ont essaimé de leur touche visuelle chaque étage de la maison, des miroirs dorés rutilants aux appliques lumineuses en passant par les motifs des moquettes ou les poignées de porte.
On est arrivé sur un marché qui n'existait pas. À Paris, il y a peu de boutiques, boutique hôtel ou hôtel design. Il y a beaucoup de grands hôtels. Et ce qui n'arrivait pas, c'était un petit hôtel de 15 chambres où on puisse venir manger, on puisse venir un peu comme à la maison, vivre un instant, et avec quelque chose qui est extrêmement important, avec un prix cohérent. C'est-à-dire que les chambres qui vont de 200 à 350 € en prix moyen, le minibar est compris dedans, le Wi-Fi est compris dedans, on met un iPad à disposition, on met une boîte à gâteaux qu'on a fait dessiner, dans lequel, là, c'est des petits sablés noisettes, parfois c'est des brownies au chocolat, une recette qui vient de ma famille, des choses comme ça. On met la dimension humaine. On n'est pas dans un grand hôtel où on va payer le Wi-Fi. C'est là, c'est à disposition, et tout est compris dedans. Les draps sont en lin. Dans un grand hôtel, les draps sont jamais en lin. On est dans quelque chose de plus proche. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais c'est notre mode d'expression. Un savoir-être cultivé jusque dans l'assiette où notre chef étoilé a voulu insuffler à ses créations culinaires la même vivacité. Et pour ce faire, il ne s'interdit rien, pas même une mûre réflexion autour du croustillant des pommes allumettes. Je me suis dit, ce que j'ai envie de faire dans mon restaurant, c'était de ne pas économiser sur la qualité du confort, la qualité des produits, mais sur la forme du restaurant qui permet, du fait de sa proximité, à ce que le restaurant soit petit, tout le temps plein, avec le nombre de collaborateurs exact, pour faire la prestation la plus juste, au plus juste prix. Du fait que ce soit petit, que ce soit proche, j'arrive à produire la même qualité à un prix entre 2 et 3 fois inférieur que dans des maisons. Alors effectivement, le prestige de ces grands endroits n'est pas là, mais la proximité et le confort de notre petite maison apportent autre chose. Et je pense que c'est plus en cohérence avec notre époque que ce qu'on peut ou ce qu'on a envie de vivre dans d'autres endroits. La botte secrète de cette brigade qui cultive la singularité, la netteté des cuissons, le tranchant des saveurs, bref, un réconfort en bouche jamais loin de l'étonnement. Et on va faire un jardin suspendu, un jardin aromatique pour finir un petit peu l'histoire, de dire à mon origine, j'avais envie d'être jardinier. Ce qui m'a amené à la cuisine, c'est les produits. Et j'avais envie que dans ma maison, en plein cœur de Paris, il y a un petit jardin. Alors, il ne fallait pas que ce soit des magots, pour pas que ce soit simplement là pour décorer, mais sur lequel on puisse aller cueillir à un moment donné quelques brins d'herbe pour faire une infusion, pour faire quelque chose. Ça finira un petit peu l'histoire. J'avais envie d'être jardinier, je suis devenu cuisinier. Et dans ma maison, il y a un jardin, parce que le jardin, c'est quelque chose d'essentiel quand on est cuisinier et quand on a aussi un hôtel. Mais bon, nous, on n'a pas la chance de pouvoir aller se balader dedans. On va simplement le laisser découvrir à nos clients par la cuisine et par ses senteurs. Le bémol, mieux vaut réserver une semaine à l'avance.